Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live où on va parler de la validation des champs d'entrée dans un contrôleur FastAPI. Vous êtes sur la chaîne de Python Code and Craft où vous trouverez chaque semaine une nouvelle vidéo du refactoring d'un code legacy où on met en place les bonnes pratiques sur le framework FastAPI. Donc si vous êtes développeur, que vous avez envie d'améliorer votre niveau tout en respectant et en adoptant les concepts avancés comme les principes solides, vous êtes sur la bonne chaîne. Du coup, cette chaîne, elle a besoin d'être connue, elle est toute nouvelle, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour qu'elle sorte des algorithmes et qu'elle soit suggérée à un grand nombre. Passons directement au live pour voir ce que nous allons aborder aujourd'hui. On retrouve du coup notre repository avec l'arborescence que vous connaissez maintenant. Vous pouvez retrouver dans les différents lives de la chaîne pourquoi est-ce qu'on a découpé ces choses de cette manière. Je n'y reviens pas. Nous, on va aller dans le contrôleur qui est situé à ce niveau-là et plus particulièrement dans la fiche product. Elle contient actuellement une seule route qui nous permet d'aller récupérer depuis le verbe get et en fournissant son ID, le produit correspondant. Donc, on est ici pour vérifier les champs d'input, la validation des champs d'input, et on se remarque que déjà FastAPI fait un premier check, il va aller vérifier que l'ID est bien un entier. Comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Eh bien, si je lance mon serveur, je vais aller me rendre sur l'URL précisément de Swagger, qui me donne l'information comme quoi c'est un entier qui doit être saisi. Si toutefois je saisis autre chose et que j'essaye de l'exécuter, il me dit ce n'est pas possible puisque je m'attends à avoir un entier. Donc on a déjà une forme de validation extrêmement simple puisqu'on utilise un type primitif. Moi je vais vous faire voir un autre exemple où disons que l'on veut faire un filtre sur un champ email. Donc un champ email ce n'est pas un type primitif, mais on a néanmoins une classe qui s'appelle emailStr que PyIdentic nous fournit et qui va nous permettre d'aller faire ce premier check. Alors là, l'email STR n'a rien à voir avec la logique du produit. Ça n'a pas de cohérence entre un produit et un email. Il faudrait des objets intermédiaires, puisque en soi, un produit, d'avoir une email, ça ne le caractérise pas. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer le principe d'avoir un email STR, un type qui n'est pas un type primitif, mais tout de suite après, on va enlever cet exemple-là. Donc si je fais juste ça, que je sauvegarde, que je retourne dans mon Swagger, on voit que maintenant, il s'attend à avoir un email. Et si toutefois, j'essaye de mettre autre chose qu'un email, on a l'information en nous disant qu'il s'attend à avoir un champ email et qu'il avait en entrée la chaîne test mal écrite. Donc là, on a encore une fois montré que l'on pouvait très simplement, parce que PyIdentic nous met à disposition une classe emailStr nous permettant de valider la structure d'une email. Vous pouvez vous dire que c'est faisable avec des regex. C'est pas si simple que ça si vous lisez la RFC des emails, puisque c'est pas simplement quelque chose, arrobase, quelque chose et un domaine. Il y a tout un tas de subtilités que emailStr vous gère. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, on va essayer d'aller regarder comment est-ce que FastAPI nous met à disposition des structures un petit peu plus évoluées. Si toutefois, on avait besoin d'aller récupérer des informations dans une URL, les fameux query parameters. C'est ce qu'il y a derrière le point d'interrogation dans l'URL. Par exemple, si toutefois vous êtes encore amené à faire des recherches Google, vous le retrouvez sur Q égale et la chaîne que vous avez saisie dans la barre de recherche de Google. Là, on va faire la même chose où on voudrait aller faire une recherche d'un produit. Donc je garde la même structure qui est ici. Je remets juste ID sur l'exemple int sur l'exemple que je vous ai donné. Et là, moi, ce que je vais dire, c'est que je veux aller faire une recherche. Donc je renomme tout de suite ma fonction. Je vais aller dire que maintenant, c'est un search, donc l'URL change. Et pour pouvoir dire que l'on va utiliser un query parameter, on va utiliser query, qui est une fonction proposée par FastAPI.
on l'importe. Et ici, on va aller lui donner les informations que l'on veut. Déjà, on peut remarquer qu'il y a... déjà, oui, pardon. Avant, query, qu'est-ce qu'il contient? Ben, on se rend compte que query, qui est un objet FastAPI, va contenir tout un tas d'informations, notamment des informations de vérification. Ici, le greater than, où on a un peu plus loin les longueurs plutôt min et les longueurs max. On peut également avoir des regex, donc tout ce qui va nous permettre d'aller valider ce que l'on a dans les query parameters. Si toutefois, on se dit, ben là, j'aimerais bien checker que j'ai au moins 5 caractères. Si j'exécute ça, on se rend compte qu'on a une erreur qui est produite par le serveur FastAPI qui nous dit, ben en fait, c'est pas possible de mettre query parce que query est une fonction et en fait, elle ne permet pas d'aller... C'est-à-dire, c'est pas un type. Rappelez-vous, la syntaxe, c'est que derrière les deux points, on met toujours un type. Donc pour ça, on va utiliser une typologie particulière qui s'appelle l'annotated. Comment est-ce que ça fonctionne, l'annotated? On va aller utiliser le mot-clé annotated qui vient de la librairie standard de Python. On va lui préciser le type. Donc moi, je dis que je veux faire une recherche sur la chaîne de caractères et on va mettre le binding que l'on veut sur notre validateur. Si vous voulez plus d'informations sur comment fonctionne annotated, je vous invite à aller sur la description. Je vous mets un lien d'un article que j'ai rédigé où je donne des exemples un peu plus concrets. Si je reviens à ce live, qu'est-ce que l'on veut rechercher? Eh ben, je vais considérer que je veux rajouter une référence que j'appelle SKU. Ce SKU, ça va être un UID qui nous permet de générer l'identifiant de notre produit. On a bien un ID ici, mais la distinction entre les deux, c'est que le SKU va être une référence de notre produit, alors que l'ID peut correspondre à un incrément fait par la base de données de l'enregistrement de ce produit. Donc l'identifiant qui est connu par l'entreprise, ça serait le SKU. Donc là déjà, on a vu qu'en sauvegardant le fichier, on n'a plus d'erreur FastAPI. Si je retourne, alors bien entendu avec les erreurs, j'aimerais retrouver mon lien rapidement du serveur FastAPI. Il doit être quelque part par là. Donc on a bien notre route qui s'est rajoutée. Si je clique dessus, on a notre champ SKU et on voit bien la restriction qui est demandée. Donc si toutefois ici je mets quelque chose de moins de 5 caractères, il nous dit ben c'est pas possible, il faut que ça en fasse au moins 5. Très bien. Maintenant, si j'en mets 5, alors je vais rester plutôt là, hop, et que je valide, j'ai une information qui me dit que l'entrée doit être un entier valide. Si on retourne sur notre contrôleur, on se dit c'est bizarre parce qu'en fait, notre recherche, qui est mappée sur le SKU, dans ce qu'on a vu ici, on a bien mis dans le champ SKU notre chaîne de caractères. Or, le retour, c'est ce n'est pas un entier valide. On a bien déterminé que c'était une chaîne de caractères, donc on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. La chose qui ne va pas, c'est ça. Parce que si ça, je le commente, non, et que je relance le serveur, je vais tout en bas pour vérifier que tout est bon. Je recharge mon Swagger, je reteste, et là, quand j'exécute, j'ai une autre erreur, parce que c'est normal, on n'a pas connecté encore la recherche du SKU via les différentes couches de notre application 3 tiers, mais on n'a plus l'erreur de validation. Parce que en commentant cette route, on a obligé à passer par ce search. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de le commenter? Puisque bien entendu, vous imaginez, l'idée, ce n'est pas de le commenter, c'est de comprendre pourquoi. Et bien en fait, l'URL qui est ici et qui est là, elle a un pattern qui est proche, puisque le search, eh ben, on pourrait très bien croire que c'est le paramètre ID. Donc on passerait search à la valeur ID. Et ça, en fait, il n'est pas capable, FastAPI, de déterminer la différence entre les deux. Donc l'ordre est hyper important. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller déplacer ces informations.
dans un ordre particulier. Et si là, je retourne sur mon Swagger, que dans mon SKU, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, on aura la même erreur du binding sur la base de données SQLite, puisque c'est normal, on ne l'a pas encore fait, mais on n'a plus l'erreur de type. Donc ça, faites très attention. On pourrait très bien aller préciser dans la route au niveau de Starlet, qui est le serveur derrière qui gère les routes, les types. Je crois que la syntaxe, c'est quelque chose comme ça. Mais moi, je préfère les mettre au niveau framework, plutôt au niveau du serveur qui est derrière. Donc là, on a commencé à regarder comment est-ce qu'on peut utiliser les query parameters. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est cette URL. Donc là, on se rend compte que on a bien rajouté le fameux point d'interrogation, SKU et sa valeur, juste en ayant déclaré notre fameux query qui est ici. Il a la faculté de se dire, eh ben, le SKU, vu que je déclaré en tant que query parameter, c'est un paramètre qui est à placer derrière l'URL search. Donc on pourrait bien entendu faire varier toutes ces validations. Moi, je vous en ai fait voir qu'une seule. À vous de regarder si vous avez envie d'explorer d'autres choses. Maintenant qu'on a fait le search, eh ben, il faudrait le faire évoluer, puisque pour l'instant, vu que j'ai fait un copier-coller, on va uniquement les récupérer depuis un ID. Donc là, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que déjà on passe le SKU, mais surtout qu'on passe le SKU sur une méthode du service qui s'appellerait getBySKU. Donc pour ça, je vais aller dans mon service. Dans un premier temps, je fais un copier-coller de getById. Je vais l'appeler SKU. Je vais lui dire que le SKU est une chaîne de caractères. On va garder la même logique. S'il ne trouve pas le produit ou si le stock est à 0, on va raise une exception. Au niveau repo, on va aller faire la même chose. GetBySKU. Et je passe en paramètre mon SKU. Cette fois, je vais aller dans le repository pour aller créer cette fameuse méthode getBySKU. Donc encore une fois, je fais un copier-coller du getById. Je lui dis que ça s'appelle SKU, que SKU c'est mon paramètre et qu'il est de type chaîne de caractères. La chose à faire évoluer, c'est à ce niveau-là, dans le champ de recherche, c'est plus l'ID, mais bien le SKU qui va être injecté. SKU. Cette syntaxe permet, avec le point d'interrogation, d'utiliser des requêtes paramétrées et de nous protéger contre des injections SQL. Donc c'est hyper important d'utiliser cette syntaxe et pas dfstring ou de la concaténation classique. Donc là, on a bien fait transiter le SKU dans les différentes couches et puis bien entendu, il retourne après via le produit. Sauf que vous pouvez peut-être vous dire, pour l'instant, cette information n'est pas rattachée à ce produit-là. Et bien, on va le faire. Donc, au niveau du produit, qui est notre objet métier, on va mettre SKU.str. Très bien. Donc là, on l'a bien populé, donc il redescend dans le service. Donc ici, on a bien un type produit. On fait quelques vérifications métiers et on le retourne au niveau contrôleur, qui est ici. Le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Pour l'instant, il le prend, il le retourne bêtement. Sauf que, rappelez-vous, dans le modèle response de la précédente vidéo, on a pas un validateur, plutôt une structure de réponse qui est le product response. Et si on va dedans, on se rend compte qu'il n'y a pas le SKU. Donc dans un premier temps, on va le laisser comme ça pour aller démontrer que ça fonctionne. Ah oui, avant de faire cette recherche, en fait, il y a une petite évolution que j'ai fait avant de démarrer le live, c'est que mon script d'initialisation de la base de données, je l'ai fait évoluer et j'ai notamment rajouté un SKU dans la base de données qui n'existait pas auparavant. Et comme ça, quand j'ai inséré mes 3 articles, j'aurais généré un UID. Alors le UID n'existe pas en SQLite, donc c'est tout simplement une chaîne de caractères. Et donc, du coup, ça me donne la faculté d'aller récupérer ce champ SKU. Donc là, si j'essaye d'aller faire une recherche,
sur un champ SKU. Alors, vu que c'est un UID, il faut le connaître. Bien entendu, si je ne mets pas les bons numéros, et que j'exécute, là, il me dit que le produit est introuvable. C'est normal, puisqu'en fait, il essaye d'aller récupérer un UID qui a cette forme-là et qui n'a pas du tout cette forme-là. Un UID, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble en allant récupérer un ID connu. En effet, cette erreur provient du fait que j'ai modifié le product qui est ici. Et ce product, en fait, il contient quoi? Il contient le SKU. Et vu qu'il contient le SKU et que je ne le retourne pas, ça posait problème. Donc, j'enlève le SKU, je rajoute plutôt le SKU qui est ici. Hop, je rafraîchis ma page. Maintenant, je vais essayer d'aller récupérer un ID qui est l'ID 1. Et quand je l'exécute, j'obtiens bien les informations, mais je n'obtiens pas l'information de l'UID, du SKU dont j'ai besoin, pour vous montrer que la requête de recherche fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est aller modifier mon product response. Et c'est là où je vais lui demander d'aller me retourner également la valeur du SKU. Donc si je retourne sur mon Swagger et que je l'exécute, cette fois, on a bien le SKU qui est affiché. Donc si je le copie et que je retourne dans la route qui est plus haut de recherche d'un SKU, si je le colle là et que j'exécute la requête, on se rend compte qu'on obtient bien le même résultat depuis le SKU ou en ayant récupéré l'ID. Donc ça veut dire que notre route, j'aurais pas dû le fermer, notre route ici de recherche via le SKU fonctionne parfaitement avec l'instruction query de FastAPI. Maintenant, j'aimerais vous parler du pass. On a vu le query, on va maintenant voir le pass, à quoi ça correspond. En fait, on va aller l'implémenter sur cette route-là, où on va aller utiliser la même syntaxe qui a été faite ici, en disant que cette fois, par contre, c'est bien un entier, et ici, c'est un pass. Toujours une fonctionnalité qui provient de la librairie de FastAPI. Et là, on va pouvoir aller donner des informations de validation. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait mettre des entiers, on pouvait mettre éventuellement une classe directe comme email str. Et là, moi, je vais aller dire, par exemple, je veux que ça soit supérieur à 0. Oups. Donc, on considère que l'ID doit être supérieur à 0. Je vais aller redémarrer mon serveur pour récupérer l'URL plus simplement. Mince. Je recommence. Donc là, on voit bien qu'on a bien un pass. Donc on va pouvoir aller mettre des entiers. Donc là, il va nous dire que le produit est introuvable puisque j'ai que 3 produits dans mon catalogue. Mais si je mets -2 et que je l'exécute, là, on va avoir une information en disant que ce n'est pas possible puisqu'on doit avoir un entier qui est supérieur à 0. De la même façon que Query qu'on a vu tout à l'heure passe à tout un tas de paramètres de validation. Je vous laisse découvrir ces différentes fonctionnalités. Nous, ici, on a implémenté une logique plutôt simple. Troisième chose que j'aimerais vous faire voir, et cette fois on va l'implémenter pour une route de création de produits, c'est utiliser les objets pas identiques. Donc pour ça, je vais aller copier-coller cette signature. Vu qu'on est dans la création, on va utiliser le verbe post. On n'a plus besoin de paramètres. Et on va aller dire qu'on a besoin d'informations du produit. Ce produit, on va aller le préciser à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est comme produit? C'est un produit dont on veut forcément avoir des informations pour le créer, des informations obligatoires, comme son nom. Alors, pour rappel, si on va dans domaine product, voilà toutes les informations que le produit possède. Donc moi, je considère que le nom et le prix sont obligatoires. Le stock, je vais l'initialiser à 0 par défaut, et le SKU, il sera généré à la création. Donc, ça veut dire que vu que je n'ai pas un produit qui est représentatif de l'objet métier, on va créer un produit
qui sera plutôt la représentation de ce que l'on attend en entrée. Et généralement, on les appelle les queries. Donc moi, je vais l'appeler product query. Cet objet product query, il est fortement lié au contrôleur puisque c'est des champs entiers du contrôleur. Donc comme response, on va aller créer un dossier qui s'appellera queries. Et à l'intérieur, on va se créer une classe qui s'appelle product underscore query.py. À l'intérieur, on va se créer une classe qui s'appelle product query et qui va étendre base model, qui est la classe de base de PyIdentic. À l'intérieur de cette classe, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les informations que je vous donnais, à savoir le name et le price, qui sont deux informations obligatoires. Je pense à importer mon objet, donc qui vient bien depuis mon contrôleur. C'est bon. Pour l'instant, je fais juste ça pour vérifier que ça fonctionne bien. Si je descends en bas, j'ai pas d'erreur du runtime. Donc si je n'ai pas mon onglet, je vais retourner chercher l'URL pour ouvrir le browser dans VS Code que je ne retrouve pas là. On pense bien mettre /docs qui est l'URL par défaut du Swagger et on retrouve bien notre route product. Donc vous avez vu, j'ai rajouté 2 lignes et automatiquement, avec le lien que FastAPI fait avec Swagger, on a accès à la route. On voit bien que les champs d'entrée sont de ce type et j'ai plus qu'à les remplir pour que ça puisse fonctionner. Donc là, si j'exécute, il ne va rien se passer puisque on ne fait rien derrière. Donc là, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse implémenter cette partie de création. Donc pour ça, on va utiliser le même principe que ce qu'on a fait depuis le début, sauf que dans notre product service, on va aller créer une fonction de création de notre produit. Donc on va aller dans le service, on va se créer une fonction, même pas besoin de la copier, je vais la créer, donc def, create. Là, moi, je vais avoir besoin du nom, donc qui est une chaîne de caractères, et du prix, qui est un flottant. Qu'est-ce qu'il retourne? Il va retourner un booléen, puisqu'on verra, vu qu'on est dans un objet de type création, on va donner la réponse de si la création a bien été réalisée. Comment est-ce qu'on fait ça? On va aller faire le même principe que au-dessus, où on va avoir une fonction create. Alors moi, j'aime bien l'appeler insert et pas create. Pourquoi? Parce que vu qu'on est dans le repo, ça me permet de dire que c'était un objet d'insertion, qu'on va faire une requête insert into dans la base de données. Ça se challenge, on pourrait très bien dire on va l'appeler create comme le service, mais c'est vrai que moi j'ai pris pour habitude de faire cette syntaxe-là. Et en paramètre, là par contre, j'aimerais lui passer un product. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce produit, comme je vous disais, il a des contraintes. C'est ma logique métier à moi de dire la valeur du stock, je vais la mettre à 0 et le SKU, je vais le générer. Donc pour ça, je vais le faire à ce niveau-là dans la fonction create du service. Parce que pour rappel, le service, c'est là où on retrouve toute la logique métier. Donc je vais aller faire mon product où je vais aller lui préciser le SKU. Le SKU, c'est une chaîne de caractères où on va aller utiliser le UID 4 par exemple pour générer mon UID, donc mon SKU. J'importe la libre UID et je vais faire pareil pour tous les autres champs. Le name, voilà, c'est un mapping avec le paramètre de cette fonction. Pareil pour le price. Et pour le stock, je vais le mettre à 0. Alors là, je le mets à 0 de cette manière. Ça peut être en effet acceptable. Moi, ce que je préfère, c'est plutôt ici, dire que le stock, il est à 0 par défaut. Pourquoi? Parce que ça veut dire que automatiquement,
eh ben, on va aller profiter de cette information et qu'on n'a pas besoin à ce niveau-là d'aller aller saisir cette information. Alors là, j'ai une syntaxe, sûrement une parenthèse qui va pas. Product, il n'est pas importé. Si. Alors si je lis l'erreur, il me dit no default argument price. En effet. Donc, quand on écrit un produit avec une valeur par défaut, il faut qu'il soit à la fin. C'est comme ça. C'est comme quand vous utilisez les requêtes, pardon, les paramètres nommés et les paramètres positionnels, il faut qu'ils soient dans un certain ordre. Et bien, de la même façon, pour le product, pour une data class, ça fonctionne strictement pareil. Tout au moins, le principe reste le même. Donc là, j'ai beaucoup de rouge. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, c'est juste que je respecte pas la signature. Donc, c'est normal. Pour l'instant, je range cette instance dans product et je le passe en paramètres. Hop. Donc là, j'ai bien mon objet product avec toutes les informations. Il ne me manque plus qu'à créer l'insert côté repo. Donc, je vais aller dans mon repository. Je vais aller créer ma fonction, donc insert pour ma part, qui va prendre un product en paramètre qui est de type product. Et il retourne quoi? Comme je vous disais, ben en fait, moi, j'ai envie de retourner un booléen pour dire si ça a fonctionné ou pas. Donc là, je copie-colle ce gros bloc, d'ailleurs qui est mal indenté. Hop. Et au lieu de faire un select, je vais faire un insert into. Donc je vais insérer quoi? Bah, tous ces champs-là. Et je vais faire values. J'ai 4 paramètres. Et mes 4 paramètres vont correspondre. Je vais le fermer. Hop, vont correspondre au SKU. Ensuite, au name. Ensuite, au stock. Et ensuite, au price. Voilà. Et donc là, du coup, on a notre requête insert. Alors, le point de subtilité par rapport à un insert, c'est qu'on doit valider la transaction. Donc, il faut bien qu'on pense à faire self.db.commit, et sinon, le produit ne sera pas enregistré. Il ne sera pas inséré en base de données. Donc là, en fait, comme je disais, j'ai besoin juste de vérifier que le produit a été créé. Donc, je ne sais plus, est-ce que c'est à ce niveau-là qui nous est retourné? On va faire le test. Voilà. Donc là, j'ai ma fonction qui fait mon insert. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 paramètres. Et là, dans mon tuple, j'ai bien 4 paramètres. C'est parfait. Donc là, si on revient dans le côté service, on a retourné l'information si c'est inséré ou pas. C'est bon. Si on retourne côté contrôleur, donc là, on est au niveau de la création de notre produit. Donc on va dire create product. On va aller appeler le create et en paramètre, on va faire un product.name, product.price. Là, on va récupérer l'information si c'est créé ou pas. Et on va faire juste une petite opération ternaire pour aller dire si le
duct created si j'ai bien le response, je vais y arriver, response creation, sinon je retourne rien. Alors ça, cette information, elle est plutôt facultative, puisque généralement, cette information, on va la capter depuis un code HTTP. Là, vu qu'on va faire un call Swagger, bah, c'est visuel, ça nous permet de voir tout de suite si on a réussi à créer notre produit. Je pense qu'on est pas mal. Bah, testons. Donc, allez, on réessaye de créer un nouveau produit. Donc, on va l'appeler PC Lenovo. On va dire que le prix 1429,49. Donc là, c'est bien le prix. On exécute. Le retour me dit que le produit a bien été créé. Et si je vais aller récupérer depuis son ID qui peut être potentiellement le 7. Donc là, on a un problème, c'est au niveau du stock. Il me dit qu'il a 1459. Donc je pense, quand j'ai créé peut-être mon service, j'ai inversé. Price, non. Name. D'accord, donc c'est sûrement dans l'insert. Donc là, si je vais dans mon repository, je vais plutôt passer par là. D'ailleurs, il est ouvert. J'ai dû inverser. Donc j'ai mon SKU, mon name, mon stock et mon prix. Donc, si, c'est bien dans le bon ordre. Donc là, si je retourne les informations, on a bien juste l'information ID. OK. Si on va dans le contrôleur, name price, c'est bien name et ensuite le price. Ça, c'est juste un espace. Donc là, le problème, ça vient donc de ce gate. On va récupérer l'ID. Si je vais dans mon service getByID, il appelle le repo juste derrière. Celui-ci, il récupère l'ID. J'ai bien retourné le SKU, name stock price. Name stock price, ah, voilà, exactement. L'erreur, c'est là, c'est du coup, en fait, vu que je fais du unpacking ici, il prend les colonnes et il les map directement à l'ordre des attributs du produit. Et vu que j'étais obligé dans le produit de mettre le stock à la fin, puisqu'il a une valeur par défaut, et ben le mapping ne fonctionnait plus. Donc là, il faut que j'inverse price et stock pour que ça puisse fonctionner correctement. Là, j'ai pas besoin puisque je fais pas de unpacking. Si je reviens ici, j'ai mon ID 7, je l'exécute. Donc là, il me dit que en effet, ce produit a un stock insuffisant puisqu'il vaut 0. Donc là, on est rentré dans le cas métier où quand je récupère avec un ID, je n'ai pas de stock puisque je l'ai créé avec une valeur par 0. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et ben voilà, je vous ai montré ce que je voulais, à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser des types simples comme des entiers. On a également vu comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser des validations de Fast API comme le email STR. On a vu comment est-ce qu'on peut utiliser query, comment est-ce qu'on peut utiliser pass, comment on peut utiliser des objets pas identiques. Donc là, on a vu les différentes possibilités qui s'offrent à nous afin de faire des validations de champs d'entrée. Donc ça, c'est hyper important. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois, c'est de valider vos entrées pour qu'elles puissent être capturées au plus tôt afin qu'on puisse arrêter toute la chaîne
si toutefois une valeur est manquante ou elle est erronée. Ça ne sert à rien de s'en rendre compte une fois qu'on est côté base de données, on a déjà fait trop de chemin. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce refactoring. Maintenant, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Abonnez-vous bien sûr sur la chaîne pour pouvoir être averti lorsqu'une nouvelle vidéo arrive. Et je serai ravi de discuter avec vous si vous le souhaitez sur cette vidéo, sur des questions que vous avez à propos de cette implémentation. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, notamment via LinkedIn. C'est là où vous pourrez me retrouver le plus facilement. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.